J'ai longtemps été mis à l'écart. Dans la cour de récré, j'étais l'un des derniers choisis pour faire partie de l'équipe de foot. Je ne m'habillais pas de la même manière que les autres, je n'avais pas les mêmes goûts musicaux, et j'avais l'impression d'avoir 5 ans d'avance sur tout le monde. Est-ce que je me faisais des films? J'en sais rien. Pendant que les autres collectionnaient les cartes Pokémon et les toupies Blade, j'étais dans mon coin, en train de gribouiller sur un cahier ou d'écrire des histoires. J'étais la cible facile. Dans les interactions sociales, je ne savais pas... Je ne savais pas trop quoi dire, car souvent j'en disais trop, ou je divaguais complètement du sujet initial. Le philosophe Hannah Arendt écrivait que la solitude la plus dangereuse n'est pas celle d'être seul, mais celle d'être incompris au milieu des autres. C'était exactement ça. J'étais entouré, et pourtant j'étais complètement seul. À l'origine, j'étais l'un des meilleurs éléments de ma classe, puis en grandissant, j'ai commencé à mettre mes propres intérêts au-dessus de tout. J'ignorais ceux qui me semblaient inutiles ou ennuyeux. Je n'avais du temps que pour les sujets qui m'absorbaient vraiment. Donc j'ai grandi seul, à l'écart, avec plein de rêves. Devenir youtubeur, devenir professionnel sur les jeux vidéo, réussir dans la musique. Certains me trouvaient bizarre, voire ridicule. D'autres ne remarquaient même plus ma présence. Je l'ai compris en recroisant des anciens camarades de classe des années plus tard. Ils m'avaient tous oublié. Moi qui voulais me démarquer, devenir mémorable, j'avais tout simplement disparu de leur vie. Le garçon qui voulait tout. J'étais attiré par trop de choses. Dès que je découvrais un nouveau domaine, je m'obstinais absolument à tout apprendre. L'histoire de la pratique, la façon de faire, les techniques, les détails. Un problème persista malgré tout. Je suis devenu bon dans énormément de choses, dans énormément de domaines, mais je n'ai jamais atteint l'excellence. Design, montage vidéo, dessin, musique, guitare, piano, cuisine, skateboard, musculation, YouTube et j'en passe. À chaque fois que j'atteignais un niveau au-dessus de la moyenne, je commençais à douter de mes capacités. Parce que partir du niveau 1 pour arriver au niveau 60, c'est plus rapide que d'être au niveau 60 et d'essayer d'atteindre le niveau 100, n'est-ce pas? Alors je regardais ce que faisaient les autres, je réfléchissais comment faire pour ne pas échouer. Je réfléchissais tellement qu'au final, je n'avançais plus. Les gens autour de moi m'ont toujours dit « Tu devrais continuer là-dedans, tu es doué. » Doué? Ça m'intéresse pas. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais à chaque fois quelque chose de différent. Monteur, graphiste, archéologue, historien, musicien, créateur de contenu. J'ai toujours voulu être un tout. Au final, je ne suis rien devenu. Le philosophe Søren Kierkegaard écrivait que l'infini des possibles est le vertige de la liberté, et que ce vertige peut paralyser autant qu'il peut libérer. Il appelait ça l'angoisse. Pas la peur d'une chose spéciale, pas la peur d'une chose précise, la peur de tout, la peur du choix lui-même. J'ai consacré et sacrifié énormément d'heures de ma vie à développer des capacités que je ne dévoile à personne. Alors l'enfant qui voulait briller finira par s'éteindre. C'est la vie après tout. La nuit. 11h du matin, je me réveille, j'essaye, tant bien que mal de sortir de mon lit. Le sommeil m'appelle mais je commence le boulot dans une heure précise. J'arrive au travail, j'entends déjà les remarques. Tu n'as pas dormi? C'est quoi ce pantalon? Sois rentable, j'enchaîne les faux sourires toute la journée. J'encaisse les remarques, j'encaisse les clients, je fais semblant de ne pas comprendre quand on me prend pour un imbécile. Ma vue se trouble, j'entre en pilote automatique, je travaille en réversant, l'heure passe, mes pieds hurlent de douleur, et puis c'est la fin. Je rentre chez moi à 23h, vidé de toute énergie sociale. Je passe ma clé dans la serrure, je nourris mon chat, et je commence à aller sur mon ordinateur. Je mange un demi-morceau de pain car je n'ai plus la force mentale de cuisiner. Je scrolle, j'apprends, je visionne, je lis des histoires. Le temps passe, encore une fois. Je regarde l'heure. 2h30. Il serait temps de dormir, n'est-ce pas? Donc je vais dans mon lit, je ferme les yeux, le bruit de mon PC tourne et je me focalise dessus. Ça m'énerve. Je me lève, j'éteins tout, j'ouvre TikTok, 3h30. Je me dis que je peux optimiser mon sommeil et que ce n'est pas grave. Je commence à découvrir un sujet qui m'intéresse. Je m'informe, je regarde des documentaires, je rallume mon ordinateur, je lis. 5h. Bon, il faut dormir. Je me force à aller dans mon lit, mon corps s'endort mais mon esprit continue de réfléchir. Si je ne dors pas, je ne vais pas pouvoir travailler. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? Pourquoi est-ce qu'ils agitent de cette manière? Est-ce que je vais continuer de travailler à cet endroit? J'ai sorti les poubelles? Je dois me réveiller plus tôt. Ouais. Je dois me réveiller plus tôt pour qu'ils ne remarquent pas que j'ai 5 heures de sommeil. Quelle heure est-il au fait? 7h. Et là, sans savoir comment, sans pouvoir dire pourquoi, je ne me suis pas reposé une seule minute. Ma journée recommence dans 5 heures et je n'ai rien fait. Je me dis que je suis un loser et que j'ai un souci. Je me demande pourquoi. Quand est-ce que je travaille, j'ai des interactions sociales, je ne dors plus. Et quand je suis en congé, j'enchaîne des nuits 12 heures. Je vis au ralenti dans un monde qui ne m'attend pas. Le philosophe et médecin William James, considéré comme le père de la psychologie moderne, écrivait que l'attention est la prise de position par l'esprit sous une forme claire et vive, d'un objet parmi plusieurs qui semble possible. Pour la plupart des gens, c'est naturel. Pour nous, c'est un combat permanent. Notre attention ne nous appartient pas vraiment. Elle part où elle veut, quand elle veut,
Et personne ne lui a demandé son avis. Le diagnostic. Les gens pensent que je suis stupide car mon esprit s'est adapté. Je préfère le silence, ne rien dire. Pour ne pas créer de conflit, j'écoute mes collègues parler de leur vie qui ne m'intéresse pas. Et je me demande si je vais finir comme eux. Le temps passe, tu sais. Et puis, un jour, on met un mot dessus. Un mot qui change tout et ne change rien en même temps. Tu es atteint d'un TDAH avec hyperactivité. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Quelque chose que beaucoup de gens diagnostiqués adultes décrivent de la même façon. Un soulagement d'abord. Enfin un mot, et enfin une explication. Enfin la preuve que tu n'es pas cassé, que tu n'es pas paresseux, que tu n'es pas fou. Et juste après le soulagement, quelque chose de plus douloureux. Une colère sourde. Parce qu'on réalise tout ce qu'on a traversé inutilement. Toutes ces années à se croire incompétent. Tous ces professeurs qui ont dit « tu pourrais faire mieux si tu faisais des efforts ». Toutes ces nuits à se dire qu'on est un perdant. Le philosophe Paul Ricoeur parlait du récit de soi, comme d'un acte fondateur. L'idée que comprendre qui on est passe nécessairement par raconter son histoire, par lui donner un sens. Le diagnostic, c'est ça. Ce n'est pas juste un papier de médecin, c'est le moment où ton histoire s'éclaire différemment, où tu te retournes sur ton passé et tu vois enfin pourquoi. Mais la compréhension n'efface pas les cicatrices. Vivre avec. On ne dirait pas comme ça, mais tout est plus compliqué pour moi. Passer un appel, faire mes courses, planifier mes tâches à l'avance. Quand je commence quelque chose, mon cerveau s'imagine qu'il doit régler tous les problèmes en même temps. Que l'effort est trop compliqué, puis quand je le fais, je me dis que c'était pas si dur au final. Sauf que ça rentre pas. Ça rentre. Juste pas. Je dois fournir plus d'énergie mentale que les autres pour réaliser des tâches simples. Ce que les gens voient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui remet tout à plus tard, quelqu'un de désorganisé, quelqu'un d'indiscipliné, qui manque de volonté. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le bruit constant à l'intérieur. Les dizaines de pensées simultanées, l'épuisement de simuler la normalité 8 heures par jour, la quantité d'énergie qu'il faut déployer juste pour paraître comme tout le monde. Le neurologue et auteur Gabor Maté, lui-même diagnostiqué de TDAH à l'âge de 53 ans, décrit ce trouble non pas comme un déficit de l'attention, mais comme une attention mal régulée. Un cerveau qui s'emballe sur ce qu'il passionne et qui se fige sur ce qui l'ennuie. Un cerveau qui n'a pas appris à mentir à lui-même pour faire des choses qui ne l'intéressent pas. Et dans un monde qui demande précisément ça toute la journée, c'est épuisant. Une récompense facile et rapide comme un scroll TikTok ou manger de la junk food est plus réconfortante sur le moment. C'est plus facile de tout remettre à plus tard et de laisser la vie filer devant nous. Pas parce qu'on est faible, parce que notre cerveau cherche la dopamine là où elle est la plus accessible. Et les réseaux sociaux ont été conçus et existent précisément pour ça. Conclusion. 2 versions de toi-même. Je vais faire un petit test. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans 10 ans, vous avez échoué dans tout ce que vous avez entrepris. Vous détestez votre travail, vous n'êtes plus qu'un mouton qui accomplit sa tâche dans la société. Et maintenant, imaginez une version alternative. Une version où vous êtes ce que vous désirez. Où vous aimez votre vie, votre femme, vos enfants, votre quotidien, ce que vous êtes devenu. Le vous qui a échoué aimerait retourner 10 ans en arrière et tout recommencer. Tout refaire d'une meilleure manière, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes cette personne qui a échoué, et vous êtes retourné 10 ans dans le passé. Qu'allez-vous faire maintenant? Moi personnellement, c'est ce qui me mène à écrire cette vidéo. J'ai eu du mal pendant très longtemps à fournir des efforts pour un monde futur que je ne connaissais pas. Car il est vrai que cette personne nous est inconnue au final. Une récompense facile et rapide, et plus réconfortante sur le moment, mais n'oubliez pas. Mettez-vous à la place de cette version qui a réussi. Un jour, ce sera peut-être vous, qui sait. Je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je raconte. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, bienvenue dans notre univers. Le philosophe Spinoza écrivait que tout être tend de toutes ses forces à persévérer dans son être. Ce n'est pas de la faiblesse que de lutter, c'est de la nature. Le cerveau TDAH ne manque pas de volonté, il manque d'un environnement qui lui correspond, tout simplement. Et parfois il suffit de trouver ce qui l'allume vraiment pour que tout change. Le temps passe, trop vite. Alors, utilisez ce trouble à votre avantage. Focalisez-vous sur ce que vous aimez et devenez ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant. Parce que personne ne le fera à votre place. Dépression et procrastination. Le piège silencieux. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez sur le TDAH. Ce n'est pas juste une question d'attention ou d'agitation, ce n'est pas juste l'enfant qui remue sur sa chaise ou l'adulte qui perd ses clés. Il y a quelque chose de plus sombre, de plus lourd, que beaucoup de gens portent sans mettre le mot dessus. La dépression. Pas forcément la dépression clinique au sens médical du terme, même si elle est statistiquement beaucoup plus présente et fréquente chez les personnes TDAH, mais cette fatigue profonde qui s'installe quand on a passé des années à échouer
à des choses que tout le monde semble faire naturellement. Quand on a accumulé les retards, les projets abandonnés, les promesses qu'on s'est faites à soi-même et qu'on n'a pas tenues, quand on a attendu trop souvent, quand on a entendu trop souvent, tu pourrais faire mieux, si tu le voulais vraiment. À un moment, on finit par y croire. Et avec la dépression vient quelque chose d'encore plus silencieux, l'isolement. Pas celui qu'on choisit, celui qui s'installe progressivement sans qu'on s'en rende compte, comme une marée qui monte doucement. Au début, c'est juste une soirée annulée parce qu'on est trop fatigué. Puis c'est un message resté sans réponse parce qu'on ne sait pas quoi dire. Puis c'est une invitation refusée parce que l'idée de devoir performer socialement pendant 3 heures est insurmontable quand on a déjà tout donné au travail. Et un jour, on réalise que le cercle s'est rétréci, que les gens ont arrêté d'insister, que le téléphone sonne moins souvent. Et le pire, c'est qu'on comprend pourquoi. On n'est pas facile à suivre, on annule, on oublie, on part dans tous les sens en société, on parle trop ou pas du tout. On a du mal à maintenir ces petits rituels sociaux que tout le monde semble maîtriser naturellement. Répondre aux messages dans les temps, se souvenir des anniversaires, donner des nouvelles. Le philosophe et sociologue Émile Durkheim avait théorisé à la fin du 19e siècle que l'isolement social n'est pas juste une souffrance émotionnelle. C'est un danger réel, profond, existentiel. Il appelait ça l'anomie. Cet état où un individu se retrouve coupé des liens qui donnaient du sens à sa vie. Durkheim avait montré que l'isolement est l'un des facteurs les plus puissants de détresse psychologique. 2 siècles plus tard, la science lui donne raison, à chaque nouvelle étude. Pour une personne TDAH, cet isolement a une saveur particulièrement cruelle. Parce qu'on ne le veut pas, on veut du lien. On veut des gens, on veut être compris, aimé, être inclus, mais le cerveau TDAH sabote souvent ce qu'il désire le plus. L'impulsivité dans les conversations, l'oubli des détails importants pour l'autre, la difficulté à être pleinement présent quand on est envahi par le bruit intérieur. Alors on préfère parfois la solitude. Parfois, trop souvent. Pas parce qu'elle est douce, parce qu'elle est plus simple. Dans la solitude, on ne déçoit personne, on ne dit pas de travers, on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est. Et c'est ça, le piège. C'est là que le piège se referme. Parce que la solitude sans lien nourrit la dépression. Et la dépression renforce l'isolement. Un cercle qui tourne, lentement, silencieusement. Pendant des mois, parfois, pendant des années. Le philosophe et psychologue William James, que j'ai cité plus tôt, écrivait que la plus grande révolution de notre génération est la découverte que les êtres humains, en changeant les attitudes intérieures de leur esprit, peuvent changer les aspects extérieurs de leur vie. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que pour changer ces attitudes intérieures, il faut encore ne pas être épuisé de simplement exister. Et c'est là que la procrastination entre en jeu, pas celle qu'on voit dans les mèmes sur internet, pas le gars qui regarde Netflix au lieu de faire sa déclaration d'impôt. La vraie procrastination TDAH, c'est différent. C'est paralysant. Tu as une tâche à faire, simple en apparence, envoyer un email, appeler quelqu'un, commencer un projet qui te tient à cœur et ton cerveau sait que tu dois le faire. Tu le sais. Tu y penses. Tu y penses même tellement que ça devient douloureux. Mais quelque chose t'en empêche. Pas la flemme, pas le manque d'envie, pas un manque de discipline, une sorte de mur invisible entre toi et l'action. Un court-circuit entre l'intention et le geste. Les chercheurs appellent ça le déficit d'initiation. Le cerveau TDAH a du mal à démarrer une tâche sans stimulation immédiate, sans urgence, sans pression externe. Pas parce qu'il est paresseux, parce qu'il manque de dopamine au moment précis, au moment où il en aurait le plus besoin pour enclencher le mouvement. Alors on attend, on remet à demain, et demain vient après-demain, et après-demain devient jamais. Et pendant tout ce temps où on se juge sévèrement, constamment, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que tout le monde fait? Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi mon problème? La psychiatre Ned Hallowell, l'une des plus grandes références mondiales sur le TDAH, décrit ce cycle avec une précision douloureuse. La personne TDAH ne manque pas de volonté, elle manque d'un système neurologique qui convertit les intentions en actions au bon moment. Et cette incapacité répétée à agir malgré l'envie crée avec le temps une honte profonde et silencieuse. Une honte qui s'accumule, qui pèse, qui finit par convaincre la personne qu'elle est fondamentalement défaillante. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurologie. Et cette honte-là, cette conviction d'être cassé, c'est le terreau parfait pour la dépression. Pas celle qui arrive d'un coup, celle qui s'installe progressivement, doucement, comme une lumière qui baisse sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on réalise qu'on n'a plus vraiment envie de grand-chose, que les projets qui nous faisaient rêver nous semblent maintenant inaccessibles, que l'énergie qu'on mettait à tout apprendre, à tout explorer, s'est quelque part évaporée. Camus écrivait qu'il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. C'est le suicide. Pourquoi continuer quand tout semble être vain? Il répondait que la révolte, le fait de continuer malgré tout,
est en soi un acte de dignité. Pour beaucoup de personnes TDAH, se lever chaque matin et recommencer malgré les échecs accumulés, malgré la fatigue, malgré la honte, malgré la solitude, c'est exactement ça. Un acte de révolte quotidien et silencieux que personne ne voit. Parce que de l'extérieur, on ne voit rien. On voit quelqu'un qui remet tout à plus tard, quelqu'un qui manque d'ambition, quelqu'un qui gâche son potentiel. On ne voit pas le combat intérieur, on ne voit pas l'énergie colossale qu'il faut déployer pour faire une chose simple. On ne voit pas les nuits à se promettre que demain sera différent. Et demain ressemble à hier. Mais voilà ce que j'ai appris. La procrastination TDAH n'est pas un défaut de caractère. C'est un symptôme. Et un symptôme, ça se comprend, ça se travaille, ça se contourne. Pas en se forçant davantage, pas en se flagellant, mais en apprenant à construire l'environnement que ton cerveau réclame sans pouvoir le demander. La structure que les autres ont naturellement de toi, tu dois la construire toi-même. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Et quelque part, dans cette injustice-là, il y a une force que peu de gens comprennent. Ceux qui ont appris à avancer avec un cerveau qui résiste, savent quelque chose que les autres ignorent. Ils savent ce que ça coûte vraiment. Cette vidéo, je l'ai écrite dans mon bain, un soir, avec le boulot dans 15 minutes. Je ne sais même pas si je vais la terminer, je ne sais pas si je vais la poster. Je l'ai fait... Je l'ai pas fait par inspiration. Je l'ai fait par nécessité. J'avais le besoin de matérialiser mes pensées, ce que j'avais au plus profond de moi. Parce que les gens comme nous n'écrivent pas quand tout est calme et ordonné. On écrit quand ça déborde. On crée dans les marges, dans les interstices, dans les moments volés au chaos. C'est peut-être ça notre force, sans qu'on le sache vraiment. Alors si toi aussi tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, l'enfant invisible, les pensions abandonnées, les nuits blanches, la honte silencieuse, sache que tu n'es pas cassé. Tu fonctionnes différemment dans un monde qui n'a pas été conçu pour toi. Et cette vidéo, comme toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, je ne sais pas si elle sera vue par 10 personnes ou par 10 000. Mais si elle change quelque chose pour une seule personne, si une seule personne la regarde et se dit enfin quelqu'un me comprend, alors ça en valait la peine de l'écrire dans ce bain. Le temps passe trop vite. Beaucoup trop vite. Faites quelque chose avec.